questions, commentaires? Je ne verrais pas la chose de l'hiver. S'habituer tout en dans les écrans d'ordinateur, Je vais me retourner vers Richard. Est-ce qu'ils manipulent ça tout avec la souris ou si c'est des écrans tactiles? C'est tout manipulé avec la souris. On ne voulait pas avoir d'écran tactile parce que les gens, dans un régime central, ça mange. Les écrans viendraient tout seul très vite. Au niveau de 48, on s'est aperçu qu'avant ça, on donnait 5 semaines de training sur les anciens équipements. Ça prenait 1 an avant qu'ils soient bons. Et puis maintenant, on a formé 2 nouvelles personnes récemment. Puis à l'intérieur de 2 semaines, il y avait tout utilisé. C'est extrêmement rapide. C'est très intuitif. C'est moi le vieux qui aussi. Oui. Vous avez dit pas aucun panneau, donc je conclus que la redondance que vous avez dans vos systèmes, c'est ça qui vous garantit d'être toujours on. Il n'y a pas d'override manuel d'aucun point. Non, effectivement, c'était un des gros enjeux. Puis effectivement, comme dans bien des cas de nouveaux systèmes, il faut faire attention évidemment quand on construit un système de ce genre-là, on met un peu tous nos œufs dans le même panier, évidemment. Donc c'est pour ça que toutes les composantes sont doublées. On a quand même gardé certains liens de cuivre. Donc la pire des catastrophes, il y a, je sais pas, un champ électromagnétique qui fait qu'il n'y a plus rien qui marche. Il y a quand même moyen pour quelqu'un de prendre un feed qui vient d'un studio sur une patch, puis de le patcher directement sur un émetteur. Par contre, évidemment, on ne pourra pas respecter la programmation normale. Mais en cas de catastrophe, qu'effectivement, les systèmes ne fonctionnent plus, que le réseau informatique ne fonctionne plus, il y a moyen quand même de mettre quelque chose en nombre encore avec une patch. Mais évidemment, comme je disais tantôt, on n'aura plus besoin de 12 000 patches pour faire ça. Oui. La redondance, donc les systèmes sont installés les deux ici dans l'édifice de la Canada. Oui. Est-ce qu'il y aurait possibilité que, par exemple, si l'édifice ici a un gros problème majeur, que ce soit repris à Toronto, suffisant pour le réseau francophone? Oui, on a envisagé parce que actuellement, le système, ce qui se passe, on a pensé déjà au niveau de feu, l'inondation. Mais aussi, le système qu'on a choisi nous permet aussi de contrôler à l'extérieur de Radio-Canada lui-même, c'est comme à Toronto, à Québec. Je pense que cette question aussi sous-entend, admettons que l'édifice au complet passe au feu. On ne peut pas rentrer, on ne peut même pas opérer. Voilà, peut-être que du côté de la transmission, ben, ça peut être compliqué peut-être d'aller se servir des uplink de Toronto pour alimenter les régions. Pour l'instant, c'est pas prévu comme tel, sauf qu'on a des ententes avec Bell TV qui peuvent recevoir les liens ASEBU de d'autres studios. Et nos backups, nos liens backups, c'est via les antennes ExpressVu. Évidemment, il n'y aura pas les 63 réseaux français et les 76 réseaux anglais, mais ça va sûrement avoir par fuseau horaire, des disponibilités par fuseau horaire. Puis si on parle vraiment d'une crise, parce que ça arrive des fois lors de certaines discussions à plus haut niveau, au niveau des situations d'urgence. Donc, le building ici tombe, s'écroule. Il y a toujours moyen de prendre des mobiles, d'aller le parquer au Mont-Royal avec un petit setup, puis d'aller directement sur le site de l'émetteur, puis d'émettre pour la région de Montréal. Ce serait un plan catastrophe, mettons qu'on se fait envahir par les Martiens. Orson Welles au micro. Oui. Est-ce que le nouveau système augmente le lien procuré par les aiguilleurs, par un auditeur qui serait téléphone ou en quelque part dans le pays, qui aurait une conversation directe avec Montréal et Vancouver, par exemple? Effectivement, on a regardé cet aspect-là, parce qu'évidemment, qui parle de gros systèmes processés, puis ça introduit des délais. Présentement, pour la mise en onde, on a quand même des délais qui sont corrects. Mais effectivement, oui, il y en a. On a étudié le cas, entre autres, au niveau du... Ça, c'est un autre projet.
RBDS. Dans le fond, les auditeurs qui écoutent la radio avec le metadata. Et effectivement, quand il y a un changement de zone, à cause de la transmission satellite, si l'auditeur, par exemple, recevait le signal directement du transmetteur de Montréal, il fait la transition avec, dans le coin de Trois-Rivières, à kilomètre de Québec, il pourrait y avoir un petit écho. Sauf qu'on en a tenu compte, et à la rue centrale, dans l'infrastructure, on a rajouté des délais pour compenser, pour s'assurer qu'effectivement, quand il y a des transitions, qu'on n'a pas ce phénomène d'écho. Ça se fait automatique? Oui, oui, effectivement. Dans le cas du projet RBDS, puis c'est un aspect plus transmission que c'est bien pour peut-être discuter tantôt. Effectivement, on est en train de déployer de nouveaux équipements et on a tenu compte de ces délais-là, il s'est calculé et on implante des délais pour compenser, pour s'assurer que la transition se fait avec un minimum d'écho. On vient de l'ajouter pour éliminer cela. Le logging, comment vous faites le logging de tous ces canaux-là? Bien, présentement, chaque région a son logger. Et c'est pour ça que je dis comme exemple, éventuellement, parce que le projet, on est en train de l'implanter, on a commencé à centraliser des régions, mais elles ne sont pas tous centralisées. Éventuellement, on pourrait rapatrier physiquement les loggers à Montréal. C'est des serveurs, c'est des ordinateurs avec des cartes d'entrée pour l'audio, puis dans le fond, tout ce qui est acheminé à l'antenne est aussi acheminé vers ce logger-là, puis c'est enregistré continuellement. Oui? J'ai bien compris le concept, c'est que même ce qui est live, par exemple, qui serait fait à Vancouver, va s'en venir live de Vancouver ici et va retourner dans le système. Effectivement. Ça fait que le délai total ou la latence du système, ça ressemble. J'imagine que tu as des délais aussi pour compenser l'écoute de la personne. Oui, bien là, effectivement, on s'est posé la question si la personne qui est assise en studio écoute le retour d'antenne, il va entendre ce phénomène d'écho-là. Parce qu'à un moment donné, il y a un minimum. On a beau voir le minimum, c'est ça. Ça ressemble à quoi? Des chiffres, je me souviens plus. Je sais pas, on a-tu des chiffres? 576 millisecondes. 576 millisecondes. Ben, je sais qu'il y a des gens en studio qui ont l'oreille sensible à ça, parce qu'il y a quelques années, j'ai déjà eu un... Ils n'écoutent pas le retour d'antenne. Mais la façon. C'est ça. Sauf qu'il y a quand même un mix de contenu. Les gens, c'est sûr, quand ils sont dans la cabine, ceux qui parlent n'écoutent pas le retour, mais il y a quelqu'un qui écoute le programme total fort. Quand il y a une transition vers quelque chose qui est préenregistré, qui viendrait directement de Montréal, là, tu n'as pas le choix d'écouter. Oui, puis effectivement, encore là, on est en train de raffiner les ajustements du système pour qu'effectivement, maintenant, on passe d'un feed qui arrive live de Vancouver versus un fichier d'aller qui est joué de Montréal pour éviter que le silence entre les deux soit trop long. Encore là, on parle de fractions de secondes. On s'entend que le path total de partir de Vancouver de Montréal va tourner, c'est 500 millisecondes. Bon, juste la moitié du path, on parle peut-être 200 millisecondes en certains cas, peut-être moins. Je pense que de toute façon, le délai le plus long, c'est de monter au satellite puis de redescendre parce que toutes les contributions vont être faites. Parce que la contribution à GCN, elle n'aura pas de délai. Avec les nouveaux circuits GCN, entre Montréal, on n'aura pas de délai. Le seul délai qu'on a, c'est le downlink satellite de 576 millisecondes. Qui est effectivement le plus gros. Exact. Une question pour toi. Est-ce que vous avez prévu un genre de... Évidemment, avant ça, on avait des réseaux, on avait des gens en région pour faire de l'écoute. Au niveau qualité, je ne sais pas de quelle façon vous comptez monitorer l'aspect qualité, je ne sais pas, d'Ottawa, soit sur Première Chaîne ou Espace Musique.
Parce que vous faire du streaming, du moins les endroits où c'est possible, via On a discuté du sujet à quelques reprises, effectivement, pour voir de quelle manière on voudrait s'assurer à Montréal de faire du contrôle de qualité. Bon. Il peut y avoir plusieurs options. Il va falloir qu'on s'assied et qu'on détermine laquelle on veut choisir, quelle est la plus coûteuse. Une facile, c'est effectivement de prendre le retour d'antenne, de revenir sur le réseau NGCN et de l'écouter à Montréal. Sauf que là, on va occuper des canaux juste pour ça. Puis dans le fond, ce qu'on veut faire, souvent, c'est plus de l'écoute de présence que du contrôle de la qualité. Fait qu'on va vraiment regarder d'autres options, justement, faire du streaming ou utiliser une technique qui va coûter moins cher puis qui ne viendra pas utiliser de la bande passante sur le réseau NGCN. Le fait d'utiliser un satellite, est-ce que c'est pour tous les signaux ou juste une partie des signaux? Tous les signaux vont partir de Montréal, vont monter par le satellite et vont être distribués comme ça. Est-ce que vous avez une redondance au niveau, par exemple, Voice over IP? Non, il n'y a pas de redondance dans le sens que tous les réseaux vont être transmis. Il y a des redondances locales, sauf comme on disait un peu plus tôt, les sites émetteurs sont équipés d'une réception auxiliaire ou de secours via Bell TV, anciennement Explosif. Il y aura une programmation disponible pour ça. Dans les plans de contingence, pour regarder de quelle façon on peut acheminer, je prends une sortie multiplexée de Montréal, mais ça répond à seulement une partie de la contingence. Et si on vide les régies, on vide les studios, il faut tout sortir. Il faut vraiment aller vers un autre système qui est le Bell TV avec certains fuseaux horaires. La question en fait est parce qu'il a travaillé avec des systèmes satellites. C'est qu'au solstice, on a des coupures. Je me disais, mais durant les solstices, nécessairement, vous allez tomber sur l'autre système. Oui, ça c'était une question éternelle ou répétitive à toutes les années. Les premières années qu'on a eu des réseaux satellites, c'était le cauchemar. Pour l'instant, étant donné que le Bell TV ou nos services de secours, ou soit dans certains cas, il y a des annonces, ou évidemment, quand il y avait une programmation locale, les gens étaient informés, ils inséraient un contenu local. Sauf avec la centralisation, il faut faire attention, la centralisation, ce qu'on appelle les passages solaires n'affectent pas la transmission. Ça affecte la réception seulement. Donc, c'est variable dans le temps, dans le pays. Il pourra y avoir un passage au Bell TV ou système de secours où il y aura des annonces de fait. Évidemment, c'est une personne locale dans les régions pour alimenter un programme temporaire. On va passer au Bell TV, j'imagine, dans les passages solaires. Alors, je vous propose une dernière question, peut-être, oui. C'est par rapport au contrôle de qualité aussi, je me demandais, vous avez annoncé quoi, 76, 79 channels d'influence anglais et les postes anglais. Tout ça surveillé, si je me fie à peu près à la régie à 3 personnes. Là, autrement dit, comme vous disiez, dans le fond, c'est pas de contrôle de qualité, c'est vraiment s'assurer qu'il y a du signal partout. Ils vont faire la contrôle de qualité de tout ce qui sort parce que là, ils vont avoir la qualité broadcast de la sortie de nos aiguilles. Ce que je veux dire, c'est que si on va écouter le retour d'antenne, mais là, évidemment, si tu passes par un streamer ou si une question d'argent, une bande passante, tu compresses, ben non, tu ne peux pas juger de la qualité, mais au moins tu peux savoir si le signal est là ou bien si c'est pas là. Mais sinon, pour le reste, effectivement, tout le contrôle se fait avec 2 ou 3 personnes. Et c'est pour cette raison-là qu'on a mis beaucoup d'attention à développer le GUI, que dans le fond, toutes les actions à prendre sont indiquées par le GUI, comme là, il expliquait, tu vois tout, dans le fond, tes outputs. S'ils sont toutes vertes, c'est correct. S'ils sont rouges, tu as un silence, fait que tout de suite, il va dans le panneau pour prendre action, fait un clic, passe à un autre source, comme je dis, c'est une question de seconde. Si c'est une question de niveau, c'est une autre couleur, il sait que c'est un problème de niveau, il va encore dans le même panneau, prend action, soit il change de source, soit il vérifie ses niveaux ailleurs dans le plan, puis il prend action. Fait qu'on a tenté d'automatiser le plus possible toutes les alarmes. C'est pour ça que ça a été assez long de développer ce GUI-là et
d'atteindre, dans le fond, le niveau de feedback et d'intervention que le système nous permet de faire. Merci Michel, merci Dave.